Mon 18e anniversaire a été gâché par une crise de colère de ma sœur, alors j'ai déménagé en silence et j'ai regardé. Leur monde parfait s'effondrait sans moi. Je m'appelle Jean et j'avais 18 ans lorsque j'ai appris que parfois, être invisible dans sa propre famille peut devenir sa plus grande force. Ce qui aurait dû être l'anniversaire le plus spécial de ma vie s'est transformé en cauchemar lorsque ma sœur a décidé de tout faire à son sujet, encore une fois. Mais cette fois, j'en avais assez. J'ai disparu sans un mot et j'ai regardé à distance leur petit monde parfait s'effondrer sans la fondation qu'ils n'ont jamais appréciée. Si vous vous êtes déjà senti négligé dans votre propre famille, faites-moi savoir d'où vous regardez et appuyez sur s'abonner pour savoir comment j'ai finalement pris le contrôle de ma propre histoire. J'ai grandi dans une famille de 5 personnes dans la banlieue du Minnesota. Il y avait mon père, un comptable à succès avec un attachement perpétuel à son téléphone. Ma mère, une enseignante en école primaire qui, d'une manière ou d'une autre, ne manquait jamais de patience pour tout le monde sauf moi. Ma sœur cadette Olivia, l'enfant doré de 16 ans, et mon frère Noah, 10 ans, le bébé de la famille pour qui tout le monde se pliait en quatre. Et puis il y avait moi, la fille aînée responsable qui, d'une manière ou d'une autre, est devenue invisible malgré le fait de tout faire correctement. Dès mon plus jeune âge, j'ai été l'enfant modèle. Étudiante avec mention, jamais en retard, aidant au corvée sans qu'on me le demande, et même babysitting Noah alors que je n'avais que 12 ans. J'étais l'enfant dont les parents devraient rêver. Pourtant, d'une manière ou d'une autre dans notre foyer, être fiable me rendait ennuyeuse, être responsable me rendait oubliable, et être constante me faisait passer inaperçue. Olivia, en revanche, exigeait de l'attention dans tout ce qu'elle faisait. Elle était belle, athlétique et charismatique d'une manière que je n'ai jamais réussi à être. Elle jouait au volley-ball, courait sur piste, et participait au club de débat. Elle avait un large cercle d'amis et était invitée à toutes les fêtes. Elle était tout ce que je n'étais pas. Et mes parents ne me le faisaient jamais oublier. Pourquoi ne peux-tu pas être plus extraverti comme ta sœur, demandait ma mère quand je préférais rester à la maison et lire. Olivia va obtenir une bourse athlétique complète si elle continue comme ça, se vantait mon père, oubliant complètement que j'étais sur la bonne voie pour être major de promotion. L'inégalité était évidente dans tous les aspects de nos vies. Quand Olivia voulait une nouvelle chambre, mes parents ont converti notre chambre partagée en un espace juste pour elle, me déplaçant dans la plus petite chambre d'amis à côté de la buanderie. Quand Olivia voulait de nouveaux vêtements, elle avait un séjour shopping. Quand j'avais besoin de nouveaux vêtements, on me disait d'être pratique et de me débrouiller avec ce que j'avais. Il y a eu un incident particulier qui a parfaitement résumé ma place dans la famille. Je venais de remporter un concours de dissertation à l'échelle de l'État qui s'accompagnait d'une bourse de $500. Je suis rentré à la maison excité, certificat en main, impatiente de partager la nouvelle. Mes parents étaient dans la cuisine et j'ai commencé à leur parler de mon exploit. « C'est bien, chérie », a dit ma mère distraitement, levant à peine les yeux des légumes qu'elle coupait. « Peux-tu mettre la table pour le dîner ?» Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, Olivia a fait irruption par la porte d'entrée. « J'ai marqué le point de la victoire au match aujourd'hui », a-t-elle annoncé en laissant tomber son sac de sport sur le sol que je venais de nettoyer. Ma mère a immédiatement posé son couteau et s'est précipitée pour serrer Olivia dans ses bras. Mon père a levé les yeux de son téléphone pour la première fois ce soir-là et lui a donné une tape dans le dos. « C'est incroyable, ma chérie. Il faut fêter ça. Que dirais-tu de pizza ce soir ?» a suggéré ma mère, abandonnant complètement le dîner qu'elle avait préparé. Hop, mon exploit a été oublié. Mon certificat a fini dans un tiroir tandis que les trophées de participation d'Olivia étaient fièrement exposés dans la vitrine du salon. Ce n'était qu'un exemple parmi d'innombrables. Quand je faisais mention d'honneur chaque semestre, c'était attendu. Quand Olivia réussissait à améliorer ses notes jusqu'à une moyenne B, cela justifiait un dîner spécial. Quand je restais éveillé toute la nuit à prendre soin de Noah quand il était malade, c'était ma responsabilité en tant qu'aîné. Quand Olivia jouait avec lui pendant 20 minutes, elle était la meilleure sœur du monde. Les tâches ménagères étaient un autre point de discorde. Je devais aider au linge, à la vaisselle et au nettoyage. Je préparais les déjeuners, aidais Noah à ses devoirs et m'assurais que chacun avait ce dont il avait besoin pour le lendemain. Olivia, quant à elle, était autorisée à sauter les corvées pour les entraînements, les matchs, ou simplement parce qu'elle avait tellement à faire. Sa vie sociale avait toujours la priorité sur les responsabilités ménagères. Au fil des années, j'ai appris à baisser mes attentes. J'ai arrêté de chercher des louanges ou une reconnaissance. J'ai arrêté de partager mes réussites. J'ai arrêté d'espérer qu'un jour il me verrait.
Je me suis créé une vie calme et séparée, me concentrant sur mes études et un petit cercle d'amis loyaux qui m'appréciaient pour qui j'étais. Je travaillais à temps partiel à la bibliothèque locale et j'économisais chaque centime avec des plans vagues d'évasion que je ne m'avouais jamais vraiment. Mais malgré tout cela, il y avait un jour pour lequel je gardais encore espoir. Mon 18e anniversaire, le jalon qui marquerait mon entrée dans l'âge adulte. Sûrement, pensais-je, ce jour pourrait être consacré à moi. Juste une fois, je serais le centre d'attention de ma propre famille. Je me suis permis de croire que cet anniversaire serait différent, qu'il serait enfin mon tour de briller. Avec le recul, je peux voir à quel point j'étais naïve. Mais l'espoir est une chose puissante, surtout quand il vous en reste si peu. 3 mois avant mon anniversaire, j'ai décidé d'être proactive. Plutôt que d'attendre que mes parents oublient ou fassent des plans de dernière minute, je les ai réunis un soir après le dîner. Olivia était chez une amie, et Noah était déjà au lit, donc j'avais leur attention exclusive pour une fois. Je veux parler de mon 18e anniversaire, ai-je dit, essayant de paraître confiante plutôt que suppliante. J'espérais que nous pourrions faire une petite fête ici à la maison. Rien de grand, juste la famille et quelques amis proches. Mes parents ont échangé un regard que je n'arrivais pas vraiment à interpréter. Bien sûr, ma chérie, a dit ma mère, se penchant sur la table pour me tapoter la main. 18 ans, c'est important. Nous allons rendre ça spécial. Que aviez-vous en tête, a demandé mon père, étonnamment engagé dans la conversation. Encouragé, j'ai sorti un petit carnet où j'avais griffonné quelques idées. Je pensais que nous pourrions faire un bon dîner. Je peux aider à cuisiner et peut-être faire un gâteau. J'ai 5 amis que j'aimerais inviter. Seulement 5. Ma mère a semblé surprise. Tu peux en inviter plus si tu veux. J'ai secoué la tête. 5, c'est parfait. Ce sont ceux qui comptent. Nous avons discuté des horaires et des options de menu. J'ai même proposé de contribuer avec une partie de mes économies pour la nourriture et les décorations, ce que mon père a immédiatement refusé. C'est notre cadeau pour toi, a-t-il insisté. Tu n'as pas à payer pour ta propre fête d'anniversaire. J'ai quitté cette conversation en me sentant plus optimiste que je ne l'avais été depuis des années. Il semblait sincèrement intéressé à rendre mon anniversaire spécial. Peut-être qu'il m'avait enfin remarqué. Peut-être que les choses changeaient. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai laissé mon enthousiasme grandir. J'ai invité mes amis, qui ont tous accepté avec enthousiasme. J'ai passé des heures en ligne à rechercher des recettes et des idées de décoration. J'ai même dépensé pour une nouvelle robe, une belle robe bleu foncé qui me faisait me sentir confiante et adulte. Elle coûtait près de 2 semaines de mon salaire de bibliothécaire, mais je me suis convaincu que cela en valait la peine pour une occasion aussi spéciale. J'avais également un autre secret que je comptais révéler lors de mon dîner d'anniversaire. J'avais postulé dans plusieurs universités, principalement dans l'État pour maintenir les coûts bas, mais j'avais aussi postulé dans une université de rêve de l'autre côté du pays, une université prestigieuse connue pour son programme de littérature. À ma grande surprise, j'avais été accepté avec une bourse complète. Personne dans ma famille ne connaissait cette candidature, et je gardais la nouvelle pour mon anniversaire. J'imaginais leur visage fier lorsque je partagerais cet accomplissement. Peut-être que ce serait enfin l'exploit qui les ferait me voir. Alors que mon anniversaire approchait, cependant, j'ai commencé à remarquer quelques signes inquiétants. Mes parents ont arrêté de mentionner la fête. Quand j'abordais des détails spécifiques, ils semblaient distraits et vagues dans leurs réponses. 2 semaines avant le grand jour, j'ai surpris ma mère au téléphone discutant du prochain tournoi de volley-ball régional d'Olivia, qui était prévu le même week-end que mon anniversaire. C'est une opportunité tellement importante pour elle. Les recruteurs de l'État seront là, disait ma mère. Mon estomac s'est serré, mais j'ai repoussé ce sentiment. Ils n'oublieraient pas. Ils avaient promis. Une semaine avant mon anniversaire, j'ai décidé de confirmer les plans. Maman, je voulais juste vérifier pour samedi. Mes amis arriveront vers 18h, n'est-ce pas? Elle a semblé momentanément confuse. Puis ses yeux se sont écarquillés de reconnaissance. Oh, oui, ton anniversaire. Bien sûr, 6h, c'est bien, et nous faisons toujours le dîner dont nous avons parlé, ai-je insisté. Absolument, m'a-t-elle assuré, bien qu'elle n'ait pas tout à fait rencontré mes yeux. Tout est sous contrôle. Je voulais la croire, mais le nœud dans mon estomac s'est serré. Pourtant, j'ai continué mes préparatifs.
J'ai nettoyé la maison de fond en comble. J'ai fait une liste de courses pour les ingrédients dont nous aurions besoin. J'ai confirmé avec mes amis. J'ai accroché ma nouvelle robe avec soin dans mon placard, passant mes doigts sur le tissu doux et imaginant la soirée parfaite à venir. La veille de mon anniversaire, j'ai entendu une autre conversation, cette fois entre mes parents. Nous allons devoir nous séparer, disait mon père. Tu peux emmener Olivia au tournoi et je resterai pour le truc de Jean. Mais tu sais comment Olivia est avant un gros match, a répondu ma mère. Elle a besoin de nous deux. Ne pouvons-nous pas juste faire l'anniversaire de Jean dimanche à la place? Laisse-moi lui parler. Peut-être que nous pourrons trouver un arrangement, a dit mon père, après une pause. Je me suis glissé avant qu'il ne puisse me voir, le cœur battant la chamade. J'ai attendu que mon père m'aborde avec cette nouvelle proposition, mais il ne l'a jamais fait. Peut-être qu'il avait convaincu ma mère de s'en tenir au plan initial. Peut-être que tout allait bien se passer, après tout. Je me suis couché cette nuit-là avec des émotions mitigées, l'excitation combattant l'anxiété. Demain, c'est ma journée, me suis-je dit. Juste un jour sur l'année qui pourrait me concerner. Est-ce vraiment trop demandé? Je me suis réveillé le jour de mon anniversaire avec un étrange mélange d'excitation et d'appréhension. La maison était calme quand je me suis levé. Personne n'attendait pour me surprendre avec un petit déjeuner au lit ou des vœux d'anniversaire. J'ai vérifié mon téléphone pour trouver des messages de mes amis, mais rien de ma famille. Pas même s'ils étaient juste au bout du couloir. Je suis descendu et j'ai trouvé ma mère à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone tout en sirotant du café. Bonjour, ai-je dit, me tenant dans l'embrasure de la porte. Elle a levé les yeux momentanément, surprise. Oh, bonjour. Bien dormi. J'ai attendu, mais il n'y a eu aucune reconnaissance de la journée. Pas de joyeux anniversaire, pas de petit déjeuner spécial, rien. C'est mon anniversaire aujourd'hui, ai-je finalement dit, détestant à quel point ma voix sonnait petite. Oh, ma mère s'est mis la main sur la bouche. Bien sûr, c'est le cas. Joyeux anniversaire, ma chérie. J'étais juste distraite par tout ce qui se passe aujourd'hui. Elle s'est levée et m'a donné un rapide câlin, puis est immédiatement retournée à son téléphone. Ton père et moi devons emmener Olivia à son tournoi cet après-midi, mais nous serons certainement de retour à temps pour ta fête. Nous partirons probablement vers midi et serons de retour à 17h, ce qui vous donne une heure pour vous préparer avant que vos amis n'arrivent. Mon cœur s'est serré, mais j'ai hoché la tête. Au moins, il serait de retour pour la fête. Et le shopping pour le dîner? J'ai fait une liste. Oh, je pensais que tu pourrais t'en charger, a dit ma mère. Tu sais ce que tu veux mieux que moi de toute façon. Il y a de l'argent dans le tiroir près du réfrigérateur. Et juste comme ça, je planifiais, faisais les courses et préparais mon propre dîner d'anniversaire, mais j'étais déterminé à ne pas laisser cela gâcher ma journée. Je ferais de cela une journée spéciale, avec ou sans leur aide. Après le départ de ma famille, j'ai conduit jusqu'à l'épicerie et j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. J'ai passé l'après-midi à nettoyer, à décorer et à cuisiner. J'ai fait la célèbre lasagne de ma mère, une salade César et du pain à l'ail. J'ai mis la table avec nos bonnes vaisselles et j'ai sorti quelques décorations simples que j'avais achetées. Puis, je me suis préparé, prenant du temps supplémentaire pour mes cheveux et mon maquillage avant d'enfiler ma nouvelle robe bleue. À 17h30, tout était parfait. La nourriture gardée au chaud dans le four. La maison avait l'air festive mais élégante, et je me sentais belle et adulte. Tout ce dont j'avais besoin maintenant, c'était que ma famille revienne et que mes amis arrivent. 17h30 est passé. Puis 17h45. À 18h, ma première amie est arrivée avec un cadeau et des vœux d'anniversaire. À 18h15, mes 5 amis étaient là, mais ma famille était toujours absente. J'ai essayé d'appeler mes parents, mais leurs téléphones sont allés directement à la messagerie vocale. Commençons sans eux, ai-je suggéré, essayant de cacher ma déception. Ils doivent être en retard. Nous venions de nous servir lorsque la porte d'entrée s'est finalement ouverte en grand à 18h30. Mon père est entré le premier, l'air pressé, suivi de ma mère, qui avait son bras autour d'Olivia. Les yeux de ma sœur étaient rouges et gonflés. Son visage affichait une moue renfrognée. Noah nous a suivis, l'air mal à l'aise. Désolé d'être en retard, a annoncé mon père. Le tournoi a débordé et ensuite il y avait du trafic. Joyeux anniversaire, ma chérie, a ajouté ma mère distraitement, toujours concentrée sur Olivia.
Tout a l'air charmant. J'ai présenté mes amis qui ont poliment dit « bonjour ». Un silence gêné est tombé alors que ma famille prenait place à table. Noah m'a donné un petit paquet emballé sous la table avec un chuchotement « Joyeux anniversaire, Jean ». Ce qui fut le moment le plus sincère de toute la soirée jusqu'à présent. Qu'est-il arrivé au tournoi, ai-je finalement demandé, remarquant l'humeur d'Olivia. Elle a perdu, a dit ma mère avant qu'Olivia ne puisse répondre. L'arbitre a fait un terrible appel dans le dernier set. C'était complètement injuste, a lancé Olivia. Je suis sûr que tu as joué merveilleusement quand même, ai-je dit en essayant d'être de soutien malgré ma déception quant à la tournure des événements. Olivia m'a juste fusillé du regard. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as jamais fait de sport de ta vie. Olivia, a averti mon père d'un ton peu convaincant. C'est vrai, a répliqué TL. Mademoiselle Parfait avec ses livres et ses notes parfaites n'a aucune idée de ce que c'est que la vraie pression. Mes amis ont échangé des regards inconfortables. J'ai essayé de changer de sujet, demandant à tout le monde de se servir plus de nourriture, mais l'ambiance était déjà gâchée. Au fur et à mesure du dîner, Olivia est devenue de plus en plus difficile. Elle a critiqué la nourriture. La lasagne est sèche. Elle a rejeté mes décorations. Les ballons, c'est pour les enfants, et a fait des commentaires désobligeants sur mes amis. Mes parents ont fait peu pour la contenir, visiblement plus préoccupés par ses sentiments que par le fait qu'elle gâchait mon anniversaire. La tension a atteint son point culminant lorsque mon père a sorti le gâteau que ma mère avait acheté à l'épicerie ce matin-là. C'était un gâteau générique avec écrit « Joyeux anniversaire Jean » dans un glaçage bleu hâtif. Je pensais qu'on faisait un gâteau maison, ai-je dit calmement à ma mère alors qu'elle plaçait des assiettes en papier sur la table. Je n'ai pas eu le temps avec le tournoi, a-t-elle chuchoté en retour. C'est tout aussi bon. Alors que tout le monde chantait une interprétation maladroite de Joyeux anniversaire, Olivia se tenait à l'écart, les bras croisés et les yeux roulants. Quand est venu le temps de couper le gâteau, je me suis levé pour faire les honneurs. Olivia a choisi ce moment pour tendre la main vers son verre d'eau, le renversant accidentellement. L'eau a éclaboussé sur la table et directement sur le devant de ma nouvelle robe bleue. Oups, a-t-elle dit, n'ayant pas l'air désolée du tout. C'est ma faute. J'ai figé, l'eau dégoulinant de la robe pour laquelle j'avais économisé des semaines pour l'acheter, la robe qui était censée rendre cette nuit spéciale. C'est juste de l'eau, a dit ma mère rapidement. Ça va sécher. Laisse-moi prendre une serviette. Mais ce n'était pas juste de l'eau. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pendant que ma mère tamponnait ma robe avec une serviette de cuisine, Olivia a tendu la main vers le gâteau, apparemment décidée à en vouloir une part malgré son dédain précédent. Attends que Jean le coupe, a dit mon père. Pourquoi? C'est juste un stupide gâteau, a lancé Olivia. Et d'un mouvement qui ne pouvait être accidentel, elle a poussé le gâteau. Il a basculé sur le bord de la table avant de tomber au sol avec un bruit sourd, le glaçage bleu s'étalant sur les carreaux que j'avais nettoyés ce matin-là. Il y a eu un sursaut collectif de mes amis. Noah avait l'air sur le point de pleurer. Mon père a fermé les yeux, visiblement à bout de ressources. Olivia, ma mère, a finalement élevé la voix. C'était complètement déplacé. Peu importe, a dit Olivia, les larmes coulant soudainement sur ses joues. Personne ne se soucie de ce que je ressens. J'ai perdu le match le plus important de la saison aujourd'hui, mais tout le monde ne se soucie que du stupide anniversaire de Jean. Sur ce, elle a couru à l'étage, claquant la porte de sa chambre si fort que les fenêtres ont vibré. Ma mère s'est immédiatement précipitée pour la suivre. En passant devant moi, elle m'a serré l'épaule. Je suis tellement désolé, ma chérie. Elle est juste contrariée par le match. Tu sais à quel point le volley-ball est important pour elle. Laisse-moi aller lui parler et ensuite nous nettoierons ça et trouverons une solution. Et juste comme ça, elle est partie, privilégiant la crise d'Olivia à mon anniversaire gâché. Mon père m'a lancé un regard désolé avant de suivre ma mère à l'étage. Je suis resté debout au milieu de la salle à manger, ma robe mouillée, mon gâteau par terre, et mon cœur brisé. Mes amis me regardaient dans un silence embarrassé, clairement incertain de quoi faire ou dire. Je pense que je devrais y aller, a finalement dit l'un d'eux. Moi aussi, a convenu un autre. Je suis vraiment désolé, Jean. Un par un, ils ont trouvé des excuses et sont partis, emportant leurs cadeaux avec eux, avec la promesse de me les donner plus tard. Seule ma meilleure amie Lucie est restée. Ça va, m'a-t-elle demandé une fois que tout le monde était parti.
J'ai hoché la tête mécaniquement, m'agenouillant pour nettoyer le gâteau ruiné. C'est à peu près comme ça que les choses se passent toujours par ici. Je ne sais pas pourquoi j'espérais que cette journée serait différente. Lucie m'a aidé à nettoyer en silence. Quand nous avons eu fini, elle m'a serré fort dans ses bras. Tu mérites mieux que ça, Jean. Tu le sais, n'est-ce pas? Après son départ, je me suis assise seule à la table de la salle à manger, toujours dans ma robe mouillée, entourée des restes de la fête que j'avais si soigneusement planifiée. À l'étage, j'entendais mes parents parler encore à Olivia, la consolant de son match, oubliant complètement qu'aujourd'hui était censé me concerner. C'est à ce moment-là, assise seule le jour de mon 18e anniversaire, que quelque chose en moi s'est finalement brisé. Mais de cette rupture est venue la clarté. Je savais ce que je devais faire. Après avoir nettoyé les derniers restes de la fête d'anniversaire, je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. J'entendais encore le murmure des voix de la chambre d'Olivia, de l'autre côté du couloir. Mes parents la consolaient encore des heures après qu'elle eût gâché mon anniversaire. Personne n'était venu me voir ni s'excuser correctement. Personne n'avait même remarqué que j'étais allé dans ma chambre. Je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré en silence, laissant échapper des années de douleur et de déception. Mais ce n'était pas que des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de colère, de résolution, d'une décision qui se cristallisait dans mon esprit. J'avais 18 ans maintenant, légalement majeur. Je n'étais pas obligé de rester ici. L'idée m'est venue avec une telle clarté que j'ai immédiatement arrêté de pleurer. Je n'étais pas obligé de rester dans une maison où j'étais constamment négligé, où mes réalisations étaient ignorées, où mes sentiments ne semblaient jamais compter. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon email. Là, il y avait la lettre d'acceptation de l'université Westlake, à 3000 miles de là, de l'autre côté du pays. Une bourse complète, y compris le logement, une nouvelle vie. Quand j'avais postulé, je l'avais fait comme un rêve, sans jamais vraiment croire que j'irais. J'avais supposé que je resterais près de chez moi, irais à l'université d'État comme une fille modèle, et continuerais à graviter autour de ma famille. Mais maintenant, la perspective d'un nouveau départ loin des ombres des crises d'Olivia et de l'indifférence de mes parents semblait non seulement attrayante, mais nécessaire. J'avais prévu d'annoncer ma candidature lors du dîner d'anniversaire, imaginant un moment de fierté et peut-être même de regret de la part de mes parents de m'avoir tenue pour acquise. Maintenant, je réalisais à quel point j'avais été naïve. Plus probablement, ma nouvelle aurait été éclipsée par la perte d'Olivia ou un autre drame. Non, je ne leur donnerai pas la chance de diminuer cet accomplissement aussi. Au lieu de cela, j'accepterai l'offre, prendrai tous les arrangements, et partirai sans fanfare. La bourse couvrait presque tout, et j'avais économisé près de 4000 $ de mon travail à la bibliothèque au fil des ans. Ce serait suffisant pour couvrir les frais de voyage et ce que la bourse ne couvrirait pas. Une fois la décision prise, un étrange calme m'a envahi. J'ai passé le reste de la soirée à rechercher des détails logistiques. Le semestre d'automne commençait dans 6 semaines. Je pourrais être prête d'ici là. Au cours des quelques jours suivants, j'ai commencé à mettre en œuvre mon plan avec une précision méthodique. J'ai confirmé mon acceptation de la bourse et rempli tous les documents requis. J'ai organisé un emménagement anticipé dans les dortoirs, invoquant des circonstances familiales. J'ai recherché les itinéraires de bus et réservé un billet qui me mènerait à Westlake 2 semaines avant le début des cours, me donnant le temps de m'installer et de trouver un emploi sur le campus. J'ai trié mes affaires, décidant quoi emporter et quoi laisser derrière moi. J'ai réalisé à quel point peu de possessions matérielles comptaient vraiment pour moi. Les vêtements, les livres, mon ordinateur portable, et quelques objets sentimentaux étaient tout ce dont j'avais vraiment besoin. J'ai commencé à emballer un peu chaque jour quand personne n'était à la maison, stockant les boîtes emballées au fond de mon placard où personne ne chercherait. J'ai retiré mes économies en petites sommes lors de plusieurs visites à la banque, ne voulant pas éveiller les soupçons avec un seul retrait important. J'ai créé un nouveau compte de messagerie et un nouveau forfait téléphonique qui s'activerait à mon arrivée à Westlake. J'ai même recherché la région, me familiarisant avec le campus et le quartier environnant. À travers tout cela, ma famille est restée inconsciente. La vie est revenue à ses schémas normaux après le désastre de mon anniversaire. Olivia a continué à être le centre d'attention, surtout à l'approche d'un autre tournoi. Mes parents ont continué à me tenir pour acquise. Personne n'a remarqué que j'étais plus silencieuse que d'habitude, que je passais plus de temps dans ma chambre, que j'effaçais lentement ma présence de la maison. La seule personne à qui j'ai confié mon secret était Lucie.
Je lui faisais entièrement confiance et je savais qu'elle garderait mon secret. Es-tu sûr de ça? A-t-elle demandé quand je lui ai raconté mon plan. Nous étions assises dans sa voiture dans le parking de la bibliothèque après mon service, le seul endroit où je me sentais en sécurité pour en parler. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien, ai-je répondu. Je ne peux pas rester ici, Lucie. Je suffoque. Elle a hoché la tête, la compréhension dans ses yeux. Que puis-je faire pour aider? J'ai besoin d'un trajet jusqu'à la gare routière le 12 août, ai-je dit, et j'aurais peut-être besoin de stocker quelques boîtes chez toi jusqu'à ce que je puisse organiser leur expédition. Considère que c'est fait, a-t-elle promis, me serrant la main. Tu vas tellement me manquer, mais je comprends. Tu mérites d'être dans un endroit où tu es valorisé. La seule autre préparation restante était la partie la plus difficile, écrire une lettre à ma famille. J'ai rédigé et réécrit des dizaines de fois, luttant pour trouver le ton juste. Je ne voulais pas qu'elle soit pleine de colère ou d'amertume, mais je devais aussi être honnête. Au final, je l'ai gardée simple. Chère maman, papa, Olivia et Noah, quand vous lirez ceci, je serai en route pour l'université Westlake où j'ai accepté une bourse complète. J'ai pris les dispositions nécessaires pour le logement et tout le reste dont j'ai besoin. Je ne pars pas pour vous blesser, mais parce que j'ai besoin de trouver un endroit où je peux être vu et valorisé pour qui je suis. Trop longtemps, je me suis senti invisible dans cette famille. Mes sentiments et mes réalisations sont secondaires par rapport à ceux de tous les autres. Je vous contacterai quand je serai prête. S'il vous plaît, respectez ma décision et mon besoin d'espace. Je vous aime tous, Jean. J'ai scellé la lettre dans une enveloppe et je l'ai glissée dans le tiroir de mon bureau, prête pour le jour de mon départ. Avec chaque boîte emballée, chaque arrangement fait, j'ai ressenti un mélange d'émotions, la tristesse de quitter la seule maison que j'ai jamais connue. L'anxiété d'être seul, mais surtout, un sentiment croissant de liberté et de possibilité que je n'avais jamais ressenti auparavant. Pour la première fois de ma vie, je me mettais en premier, et cela me semblait à la fois terrifiant et absolument juste. Le 12 août s'est levé clair et lumineux, une parfaite journée d'été. C'était un mardi, et j'avais soigneusement choisi cette date, sachant que tout le monde serait sorti de la maison. Mon père serait au travail. Ma mère emmènerait Olivia acheter de nouvelles chaussures de volley-ball. Et Noah serait chez un ami pour la journée. Je me suis levé tôt. Mon estomac, un nœud de nerfs et d'excitation. J'avais à peine dormi la nuit précédente, passant en revue ma liste de contrôle mental encore et encore. Maintenant, dans la douce lumière du matin, j'ai agi avec détermination. D'abord, j'ai posé la lettre sur mon lit parfaitement fait, où elle serait facilement trouvée. Ensuite, j'ai porté mes 2 valises et mon sac à dos en bas et sur le trottoir où Lucie viendrait me chercher dans 20 minutes. Je suis retourné pour un dernier coup d'œil dans ma chambre, m'assurant de n'avoir rien oublié d'important. Alors que je me tenais dans l'embrasure de la porte, regardant l'espace qui avait été le mien ces 5 dernières années, j'ai ressenti un étrange détachement. Cette petite chambre au mur bleu pâle n'avait jamais vraiment été la mienne. C'était toujours un espace temporaire, un endroit où j'existais mais où je n'ai jamais vraiment appartenu. J'ai entendu la voiture de Lucie se garer dehors et j'ai su qu'il était temps. J'ai pris une profonde inspiration, fermé la porte de ma chambre, et je suis sorti de ma maison d'enfance sans me retourner. Prête, a demandé Lucie alors que je montais dans sa voiture, ma voix trop tendue pour parler. Elle a compris et a simplement serré ma main avant de démarrer. Le trajet jusqu'à la gare routière a duré 20 minutes, pendant lesquelles j'ai alterné entre douter de ma décision et être absolument certaine qu'elle était la bonne. Lucie m'a aidé à enregistrer mes bagages et est restée avec moi jusqu'à l'embarquement. Appelle-moi quand tu arriveras, a-t-elle dit, me serrant fort. Et quand tu auras besoin de parler, je suis toujours là pour toi. Merci pour tout, ai-je murmuré, essayant de retenir mes larmes. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Alors que le bus s'éloignait, j'ai regardé la silhouette de Lucie s'éloigner, le dernier lien avec ma vieille vie s'estompant. Puis j'ai tourné mon attention vers le voyage à venir. Le trajet en bus était long, près de 2 jours, avec des correspondances et des arrêts nocturnes. J'ai passé le temps à lire, à dormir quand je le pouvais, et à laisser la réalité de ce que j'avais fait s'installer. Au moment où nous avons atteint la dernière gare, à seulement 5 miles de l'université Westlake, j'étais épuisé mais résolu. J'ai pris un taxi jusqu'au campus où j'ai été accueilli par un conseiller résidentiel qui avait été informé de mon arrivée anticipée. Elle s'appelait Tara, une junior sympathique avec un sourire chaleureux. « Tu dois être Jean », a-t-elle dit, en m'aidant avec mes bagages.
nous avons votre chambre prête à Maple Hall. Ce n'est pas le dortoir le plus récent, mais il a du caractère et le meilleur emplacement sur le campus. Ma chambre était petite mais propre avec un simple lit jumeau, un bureau, une commode et une fenêtre donnant sur un quad gazonné. J'allais partager une salle de bain avec 3 autres filles, mais pour l'instant, j'avais la suite pour moi toute seule car les déménagements habituels n'avaient lieu que dans 2 semaines. La cafétéria fonctionne à horaire limité jusqu'au début du semestre. Mais il y a un café dans le centre étudiant qui est ouvert tous les jours, a expliqué Tara. Et voici des informations sur les emplois sur le campus si cela vous intéresse. Je l'ai remerciée et une fois qu'elle est partie, je me suis assise au bord de mon nouveau lit, submergée par le silence et la solitude soudain. Je l'avais fait. J'avais vraiment quitté ma maison et voyagé à travers le pays pour commencer une nouvelle vie. L'énormité de la chose m'a frappé d'un coup, et je me suis retrouvé à pleurer, bien que je ne puisse pas dire si c'était par soulagement, par peur ou par épuisement. Quand les larmes se sont calmées, j'ai déballé mes quelques affaires et j'ai fait le lit avec les nouveaux draps que j'avais achetés à cet effet. J'ai placé mes livres préférés sur le bureau et j'ai accroché mes vêtements. Au moment où j'ai eu fini, la petite pièce ressemblait déjà plus à chez moi que ma chambre dans le Minnesota. Ce soir-là, j'ai parcouru le campus, m'orientant vers mon nouvel environnement. Westlake était encore plus belle que sur les photos en ligne, avec des bâtiments en briques historiques, des chênes imposants et des jardins méticuleusement entretenus. L'air doux était chaud, mais pas aussi humide que j'y étais habitué, avec une brise agréable portant le parfum des fleurs et de l'herbe fraîchement coupée. J'ai trouvé la bibliothèque, un magnifique bâtiment de 4 étages au cœur du campus, et j'ai ressenti un sentiment immédiat d'appartenance. Ce serait mon sanctuaire, ai-je décidé. Je postulerai pour un emploi ici dès demain matin. Les premiers jours sont passés dans un flou de tâches administratives et d'exploration. J'ai obtenu un poste au bureau de circulation de la bibliothèque, je me suis inscrite au cours, j'ai acheté des manuels et je me suis familiarisé avec le campus et la ville environnante. J'ai rencontré mon conseiller pédagogique, un gentil professeur de littérature nommé Dr Eleanor Palmer, qui semblait sincèrement enthousiaste à l'idée de mes intérêts académiques et de mon potentiel. Votre essai était l'un des plus impressionnants que j'ai lus depuis des années, m'a-t-elle dit, faisant référence à l'échantillon d'écriture qui m'avait aidé à obtenir ma bourse. J'ai hâte de vous avoir dans mon cours d'introduction à l'analyse littéraire cet automne. Ces mots m'ont rempli d'une douce chaleur de fierté et de validation que j'avais rarement ressentie à la maison. Ici, mes réussites académiques n'étaient pas seulement remarquées, mais célébrées. Ici, être studieuse et réfléchie était valorisé. À la fin de la première semaine, j'avais établi une routine. Les matinées étaient consacrées au travail à la bibliothèque, les après-midi à explorer le campus ou à préparer le semestre à venir, et les soirées à lire ou à écrire dans ma chambre. Je n'avais pas encore allumé mon ancien téléphone, pas prête à affronter les messages qui m'attendaient. 10 jours après mon arrivée, la première de mes nouvelles colocataires a emménagé. Elle s'appelait Emma, une étudiante de première année comme moi, étudiant la biologie. Elle est arrivée avec ses parents qui l'ont aidée à déballer et nous ont ensuite emmenés dîner toutes les deux avant de partir. « Tes parents viennent plus tard » a demandé Emma innocemment en rentrant au dortoir. « Non » ai-je dit simplement. « Je suis venue toute seule. » Emma a semblé impressionnée plutôt que pitoyable. « C'est courageux. J'avais peur de venir ici, même avec mes parents qui m'aidaient. Tu dois être vraiment indépendante. » Son commentaire m'a fait m'arrêter. Je ne m'étais jamais considérée comme courageuse ou indépendante. Chez moi, j'étais juste celle qui était responsable, celle qui était ennuyeuse, celle qui était invisible. Mais ici, d'un point de vue extérieur, mes actions ressemblaient à du courage. La prise de conscience a changé quelque chose dans ma façon de me voir. Alors que plus d'étudiants arrivaient, j'ai constaté que je me faisais des amis plus facilement que jamais auparavant. Sans l'ombre de la popularité d'Olivia ni le poids des attentes de ma famille, j'étais libre d'être moi-même. Et à ma grande surprise, les gens semblaient aimer la vraie moi. 2 semaines après mon arrivée, j'ai finalement allumé mon ancien téléphone. Il a immédiatement explosé de notifications. Appels manqués, messages vocaux, SMS, tout de ma famille. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à les trier. Les premiers messages étaient confus, puis en colère. Où es-tu? Comment as-tu pu faire ça? Nous sommes fous d'inquiétude. Appelle-nous immédiatement. Les messages de mon père étaient plus contrôlés mais tout aussi exigeants. Ce comportement est inacceptable. Tu dois nous contacter tout de suite et t'expliquer. Olivia,
étonnamment, n'avait envoyé qu'un seul message le premier jour. Belle façon de tout ramener à toi. L'ironie de cette déclaration m'aurait fait rire si cela ne m'avait pas fait tellement mal. Seuls les messages de Noah me brisaient le cœur. Jean, où es-tu allé? Quand rentres-tu? Tu me manques. Au fil des jours, le ton de leurs messages a changé. La colère a cédé la place à des demandes suppliantes, puis à des négociations. S'il te plaît, fais-nous juste savoir que tu es en sécurité. Nous pouvons parler de ce qui te tracasse. Si c'est pour ton anniversaire, nous sommes désolés. C'est la superficialité de ce dernier message qui m'a finalement incité à appeler. Il ne comprenait toujours pas. La catastrophe de mon anniversaire n'avait été que le coup de grâce, pas la cause de mon départ. J'ai choisi un moment où je savais que tout le monde serait à la maison, tôt le dimanche soir. Prenant une profonde inspiration, j'ai composé le numéro. Ma mère a répondu au premier appel comme si elle était assise au téléphone. « Jean, tu m'entends ?» Sa voix était hésitante, craignant que je ne raccroche. « Salut, maman » ai-je dit, ma propre voix plus ferme que je ne m'y attendais. « Oh, Dieu merci » a-t-elle soufflé. « Où es-tu? Vas-tu bien? Quand rentres-tu? » Je suis à l'université, ai-je dit simplement. Westlake University. J'ai obtenu une bourse complète. Il y a eu un moment de silence stupéfait. Westlake. Mais c'est de l'autre côté du pays. Et tu ne nous as jamais dit que tu avais postulé là-bas. Je voulais que ce soit une surprise, ai-je dit. L'amère ironie n'a pas échappé à mon esprit. J'allais l'annoncer lors de mon dîner d'anniversaire. Un autre silence, plus lourd cette fois. Oh, Jean. J'ai pu entendre de l'agitation en arrière-plan. Puis la voix de mon père. C'est Jean? Mets-la sur haut-parleur. Soudain, je parlais à toute ma famille. Leurs voix se chevauchaient alors qu'ils essayaient tous de parler en même temps. Assez, ai-je finalement dit, trouvant une autorité dans ma voix que je ne savais pas posséder. Je n'ai pas appelé pour qu'on me crie dessus ou qu'on me culpabilise. J'ai appelé pour vous dire que je suis en sécurité et pour expliquer pourquoi je suis parti. Cela les a fait taire. Je suis parti parce que j'en avais assez d'être invisible dans ma propre famille, ai-je poursuivi, les mots que j'avais tant de fois répétés, trouvant enfin une voix. Chaque réussite ignorée, chaque besoin secondaire par rapport au désir d'Olivia. Chaque anniversaire et moment spécial éclipsé. Je suis parti parce que j'avais besoin de trouver un endroit où je pouvais être valorisé pour qui je suis. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Mais sa voix manquait de conviction. Est-ce que ce n'est pas le cas, ai-je contesté. Pouvez-vous honnêtement me dire que vous m'avez accordé la même attention, la même célébration, la même priorité que vous avez accordée à Olivia, ou même à Noah? Le silence qui a suivi était une réponse suffisante. Nous n'avions aucune idée que tu te sentais ainsi, a finalement dit mon père. C'est une partie du problème, ai-je répondu. Vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais remarqué. Alors, quoi maintenant, a demandé ma mère, sa voix petite. Tu ne rentres jamais à la maison? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Pour l'instant, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de comprendre qui je suis en dehors de notre dynamique familiale. J'ai besoin de guérir. Pouvons-nous au moins te rendre visite, a demandé mon père. Pas encore, ai-je dit fermement. Mais je resterai en contact. Je promets de ne plus disparaître. Après m'avoir arraché cette promesse, ils ont accepté à contre-cœur mes limites. Avant de raccrocher, Noah a pris le téléphone seul. Tu me manques vraiment, a-t-il dit, sa voix petite. La maison est étrange sans toi. Tu me manques aussi, mon petit, ai-je dit, les larmes menaçant enfin. Mais c'est quelque chose que je dois faire. Je sais, a-t-il dit, me surprenant par sa compréhension. Tu mérites d'être heureuse, Jean. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris par Lucie et quelques textos occasionnels avec mes parents comment mon absence affectait ma famille. Sans moi pour maintenir la paix, cuisiner, aider aux devoirs et, en général, gérer la maison, les choses s'effondraient. Ma mère, qui comptait sur moi pour gérer tant de détails domestiques, avait du mal à équilibrer les responsabilités professionnelles et familiales. Mon père, qui s'était toujours retiré au travail lorsque les tensions familiales montaient, était obligé d'être plus présent et impliqué, ce qui le mettait visiblement mal à l'aise. Noah se retirait,
passant plus de temps dans sa chambre et moins de temps à s'engager avec la famille. Ses notes baissaient et son professeur avait appelé à la maison avec des inquiétudes concernant sa concentration et sa participation. Mais le changement le plus spectaculaire concernait Olivia. Sans moi pour absorber ses éclats dramatiques et prendre les conséquences pratiques de son comportement, elle était en difficulté. Son entraîneur l'avait mise sur la touche pour avoir manqué des entraînements. Ses notes chutaient. Elle avait été prise dans une fête non surveillée où de l'alcool était présent, ce qui avait entraîné une semaine de détention. Tes parents ne savent pas quoi faire avec elle, a rapporté Lucie lors d'un de nos appels. Ils n'ont jamais eu à gérer réellement les retombées de son comportement auparavant, parce que tu étais toujours là pour lisser les choses. Un mois après mon départ, j'ai reçu une lettre de Miss Winters, mon ancienne professeure d'anglais, qui avait toujours été gentille avec moi. J'espère que cet email vous trouve bien, Jean, a-t-elle écrit. Je voulais vous informer que votre sœur Olivia a été suspendue pour une semaine après une altercation avec un autre élève. Je suis préoccupé par elle car ce comportement est si inhabituel pour votre famille. Si vous êtes en contact avec vos parents, peut-être pourriez-vous les encourager à envisager une thérapie pour elle. J'espère que votre expérience universitaire se passe bien. Le département d'anglais regrette vos contributions réfléchies. Je me suis assise avec ces informations, essayant de trier mes sentiments compliqués. Une partie de moi se sentait vengée, car sans moi pour maintenir les choses ensemble, la façade parfaite de ma famille s'effondrait. Une autre partie se sentait coupable de trouver satisfaction dans leurs difficultés et une petite partie surprenante s'inquiétait pour eux, surtout pour Noah pris au milieu de tout cela. 6 semaines après mon départ, j'ai reçu un appel du téléphone portable de mon père. C'était inhabituel qu'il appelle directement car la plupart des communications avaient été par l'intermédiaire de ma mère jusqu'à présent. Jean, a-t-il dit quand j'ai répondu, la voix rauque d'émotion. Je te dois des excuses, de vraies excuses, pas les excuses superficielles que nous avons proposées. J'ai attendu, choquée et silencieuse. J'ai beaucoup réfléchi depuis ton départ, a-t-il continué, sur le père que j'ai été, sur la famille que nous avons créée, et j'ai honte de ce que je vois. Il a pris une respiration tremblante. Nous favorisions Olivia. Nous te tenions pour acquise. Nous attendions la perfection de toi tout en excusant chacune de ses erreurs. C'était injuste et c'était mal. Pourquoi, ai-je demandé, la question qui m'a hanté pendant des années. Pourquoi était-elle toujours plus importante? Il est resté silencieux un moment. Olivia me rappelait moi-même à l'adolescence. Extravertie, athlétique, en difficulté sur le plan scolaire. Je voulais lui offrir le soutien que je n'ai jamais eu. Une autre pause. Et toi, tu étais si compétente, si autonome. Tu ne semblais jamais avoir besoin de nous comme elle le faisait. Ce n'est pas une excuse, juste la triste vérité à laquelle j'ai été confronté. J'avais besoin de toi, ai-je murmuré. J'ai juste appris à ne pas le montrer parce que tu n'étais jamais là quand je le faisais. Je le sais maintenant, a-t-il dit, la voix brisée. Et je suis tellement désolé, Jean. Cette conversation a marqué un tournant. Pour la première fois, quelqu'un de ma famille avait véritablement reconnu les dynamiques qui m'avaient fait partir. Cela n'a pas tout résolu, mais cela a ouvert une porte à une possible guérison. Au cours des semaines suivantes, mon père et moi avons poursuivi nos conversations. Ma mère a fini par les rejoindre, bien que sa reconnaissance des problèmes soit venue plus lentement et avec plus de défensive. Noah et moi parlions régulièrement, et je m'assurais qu'il savait que mon départ n'avait rien à voir avec lui. Olivia est restée la variable incontrôlable. Selon mes parents, elle alternait entre me blâmer d'avoir abandonné la famille et les blâmer d'avoir provoqué mon départ. Elle refusait de participer à nos appels téléphoniques et semblait sombrer de plus en plus dans un comportement rebelle. Puis, 2 mois après mon départ, j'ai reçu une lettre, pas un email ou un SMS, mais une vraie lettre manuscrite d'Olivia. J'ai regardé l'enveloppe longtemps avant de trouver le courage de l'ouvrir. Jean, commençait-elle sans préambule. Je déteste que tu sois parti. Je déteste que tout s'effondre. Je déteste que tout le monde continue de dire que c'est à cause de moi. Mais par-dessus tout, je déteste qu'ils aient peut-être raison. La lettre continuait un flot de conscience déversant des sentiments que je n'aurais jamais imaginé que ma sœur nourrissait. J'étais toujours jalouse de toi, écrivait-elle. Tout venait si facilement à toi. Les bonnes notes à l'école, rendre maman et papa fiers. Tout le monde en dehors de la maison pensait que tu étais si parfaite. Tous les professeurs t'aimaient. Et moi,
J'étais juste la petite sœur de Jean qui ne pouvait jamais rivaliser. Alors j'ai trouvé le seul domaine où je pouvais briller plus que toi. Je me suis assuré que la maison soit le seul endroit où j'étais la star, pas toi. Son honnêteté était brutale mais éclairante. Pour la première fois, j'ai vu notre dynamique familiale de son point de vue. Alors que je me sentais invisible à la maison, elle se sentait invisible partout ailleurs, vivant dans mon ombre académique. Je ne dis pas que ce que j'ai fait était juste, continuer sa lettre, surtout gâcher ton anniversaire. C'était cruel et je savais exactement ce que je faisais. Je ne demande pas pardon. Je voulais juste que tu saches que je vois ce que j'ai fait maintenant et je suis désolé. Elle a signé simplement. Olivia. Alors que je repliais la lettre et la remettais dans son enveloppe, j'ai senti quelque chose changer en moi. La colère et la douleur que j'avais portées si longtemps ont commencé à desserrer leur emprise sur mon cœur. La compréhension n'a pas effacé la douleur du passé, mais elle a offert un chemin vers l'avant que je n'avais pas vu auparavant. Ma famille était brisée, oui, mais peut-être pas irréparable. 3 mois après mon départ, j'ai accepté de rencontrer ma famille. Pas chez nous, où les vieux schémas pourraient trop facilement se réaffirmer, mais dans un lieu neutre, un parc à mi-chemin entre mon université et chez moi. Lucie m'a conduite là-bas, m'offrant un soutien moral pendant le trajet de 2 heures. Tu n'as pas à faire ça si tu n'es pas prête, m'a-t-elle rappelé en nous garant dans le parking. Je sais, ai-je dit, en scrutant les environs à la recherche de ma famille, mais je pense que je le suis. Je les ai repérés près des tables de pique-nique au bord du lac. Mes parents se tenaient maladroitement, ayant l'air plus vieux et plus fatigués que je ne m'en souvenais. Olivia était assise sur un banc, la tête baissée, les mains tortillant dans son giron. Et Noah, qui m'a vu en premier et s'était lancé, parcourant la distance entre nous en quelques secondes et se jetant dans mes bras. « Tu es revenu » a-t-il crié, me serrant si fort que j'avais du mal à respirer. « Juste pour aujourd'hui » ai-je précisé doucement, lui rendant son étreinte. « Mais je suis vraiment contente de te voir. » Lucie m'a serré l'épaule et a murmuré, « Je serai au café de l'autre côté de la rue. Envoie-moi un message si tu as besoin de quoi que ce soit. » Je me suis approché lentement du reste de ma famille. La main de Noah fermement dans la mienne. Ma mère a bougé comme pour me serrer dans ses bras, puis a hésité, incertaine de mon accueil. J'ai pris la décision pour elle, me rapprochant pour son étreinte. Elle me semblait plus petite, en quelque sorte plus fragile que je ne me souvenais. « Jean » a-t-elle murmuré, la voix tremblante de larmes. « Merci d'être venu. » Mon père m'a serré ensuite, une étreinte brève et maladroite qui transmettait néanmoins une émotion sincère. Olivia est restée assise, les yeux fixés au sol. Nous nous sommes assis à la table de pique-nique, un silence inconfortable s'installant entre nous, jusqu'à ce que Noah le rompe en se lançant dans des histoires sur l'école, son équipe de football, et le nouveau jeu vidéo auquel il était obsédé. Sa conversation a allégé la tension, donnant à chacun de nous le temps de s'adapter à être à nouveau ensemble. Finalement, mon père s'est éclairci la gorge. « Jean, nous avons fait des séances de conseil familial, nous tous. C'était une idée d'Olivia, en fait. » J'ai regardé ma sœur avec surprise. Elle a rencontré mon regard brièvement avant de détourner à nouveau les yeux. « Nous avons appris la dynamique familiale, » a ajouté ma mère. Sur la façon dont nous avons créé un environnement où tu te sentais invisible et sous-évalué. Sur la façon dont nous avons placé des attentes injustes sur toi et Olivia, juste de différentes manières. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir, a admis mon père. Mais nous essayons de comprendre comment nous en sommes arrivés là et comment faire mieux. J'ai hoché la tête, touchée par leurs efforts, mais toujours prudente. J'apprécie cela. Cela signifie beaucoup de savoir que vous prenez cela au sérieux. Nous voulions aussi t'entendre, a dit ma mère, vraiment t'entendre d'une manière que nous n'avons pas faite auparavant. Qu'est-ce que ça faisait de grandir dans notre famille? C'était la question que j'attendais depuis des années que quelqu'un me pose. Pendant la prochaine heure, j'ai parlé plus honnêtement que je ne l'avais jamais fait avec ma famille. Je leur ai parlé de la déception constante de voir mes réalisations ignorées, de l'épuisement d'être soumise à des normes impossibles tout en regardant Olivia s'en tirer avec tout. La solitude d'être celle qui était responsable et que personne ne voyait vraiment. Mes parents ont écouté sans interrompre, sans se défendre, essuyant parfois des larmes. Noah s'est appuyé contre moi, sa présence étant un réconfort, et Olivia, à ma grande surprise, a prêté une attention intense à chaque mot. Quand j'ai eu fini, mon père a parlé. Nous avons échoué, Jean. Il n'y a pas d'autre façon de le dire.
Nous étions tellement concentrés sur les besoins d'Olivia que nous avons pris ta stabilité pour acquise. Nous avons supposé que ton succès signifiait que tu n'avais pas besoin de notre attention ou de nos éloges. Nous avions tort, et nous sommes profondément désolés. Je pensais toujours que tu avais tout compris, a dit Olivia, se joignant finalement à la conversation. Tu étais si intelligente, si douée pour tout. La fille parfaite. J'avais l'impression de ne jamais pouvoir rivaliser avec ça, alors j'ai dû trouver d'autres moyens d'attirer l'attention. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je n'ai jamais réalisé que tu souffrais aussi. Notre conseiller nous a aidés à comprendre comment nous vous avons toutes les deux mises en opposition, a expliqué ma mère. Jean, en tant que responsable académique qui n'a jamais eu besoin d'aide, et Olivia, en tant que sportive difficile qui avait besoin d'un soutien constant. Nous vous avons toutes les deux mises dans des boîtes trop petites et injustes. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. Je ne sais pas ce que je veux que la réponse soit. C'est à toi de décider, a dit mon père. Nous voulons que tu fasses partie de nos vies, mais nous comprenons que tu aies besoin de ton indépendance. Nous respectons les limites que tu as fixées. Voudrais-tu envisager de rentrer à la maison pour Thanksgiving, a demandé ma mère timidement. Pas pour rester, juste pour rendre visite. Nous pourrions te montrer les changements que nous essayons d'apporter. J'ai considéré la demande. Je pourrais peut-être le faire, mais j'ai besoin de voir un changement constant d'abord. Ce ne peut pas être un effort temporaire qui s'estompe une fois la crise passée. Ils ont hoché la tête en signe de compréhension. Alors que nous nous préparions à partir, Olivia a demandé si elle pouvait me parler en privé. Nous nous sommes dirigés vers le bord du lac, regardant les canards glisser sur l'eau. J'ai lu quelque part que lorsque tu grandis avec des frères et sœurs, tu développes ta personnalité en contraste avec la leur, a-t-elle dit. Comme parce que tu étais celle qui était responsable, je suis devenue la rebelle. Parce que tu étais silencieuse, je suis devenue bruyante. Nous nous sommes définis en opposition l'une à l'autre. Cela a du sens, ai-je admis. Depuis que tu es parti, j'essaie de comprendre qui je suis sans toi pour me définir par opposition à toi, a-t-elle continué. C'est plus difficile que je ne le pensais. Je sais ce que tu veux dire, ai-je dit. J'essaie aussi de comprendre qui est Jean quand elle n'est pas seulement la sœur aînée responsable, la fille invisible. Et qui est-elle, a demandé Olivia, avec une curiosité sincère. J'ai souri, toujours en train de le découvrir. Mais je l'aime bien jusqu'à présent. Elle est plus forte que je ne le pensais. Olivia a hoché la tête. Je suis désolé d'avoir gâché ton anniversaire et pour beaucoup d'autres choses aussi. Je sais, ai-je dit simplement, merci de le dire. Nous avons rejoint la famille et j'ai dit au revoir, promettant d'appeler plus régulièrement et de considérer l'invitation de Thanksgiving. Alors que Lucie me ramenait au campus, je me sentais plus légère, comme si j'avais déposé un lourd fardeau que je portais depuis des années. Au cours des mois suivants, ma relation avec ma famille a lentement évolué. Fidèles à leurs paroles, mes parents ont maintenu les changements qu'ils avaient initiés. Nos appels téléphoniques sont devenus plus sincères, avec des questions réfléchies sur mes études et mes nouveaux amis. Mon père a même organisé une visite sur le campus pour le week-end des parents, s'intéressant sincèrement à ma vie à Westlake. Noah et moi avons développé un lien spécial grâce à des chats vidéo hebdomadaires où nous jouions ensemble à des jeux en ligne. Olivia et moi avons établi une amitié prudente par des échanges de SMS prudents qui sont progressivement devenus plus ouverts et honnêtes. Je suis rentré chez moi pour Thanksgiving, une brève visite de 2 jours qui était parfois gênante, mais marquée par des efforts sincères de la part de tous. La maison semblait différente. La dynamique a changé. Mes parents avaient commencé des soirées en amoureux et des activités individuelles avec chaque enfant. Olivia voyait un thérapeute et avait rejoint le journal de l'école, découvrant une passion pour la photographie. Noah s'épanouissait avec l'attention accrue de nos parents. Quant à moi, j'ai continué à construire ma vie à Westlake. J'ai excellé dans mes cours, me suis fait des amis proches, j'ai rejoint le magazine littéraire, et j'ai même commencé à sortir avec quelqu'un qui me voyait et m'appréciait exactement comme j'étais. J'ai découvert un amour pour l'écriture créative que je n'avais jamais pleinement exploré auparavant, et mes professeurs m'ont encouragé à l'envisager comme une voie professionnelle. La douleur du passé ne disparaissait pas du jour au lendemain, mais elle commençait à perdre ses aspérités. J'ai appris que le pardon n'est pas un acte unique mais un processus, qui me bénéficiait autant qu'à ma famille. J'ai appris que poser des limites n'était pas égoïste mais nécessaire pour des relations saines. Plus important encore, j'ai appris que j'avais de la valeur indépendamment de mon rôle dans ma famille,
que je méritais d'être vu, entendu et célébré. Mon 19e anniversaire est arrivé au semestre de printemps. Je l'ai célébré avec mes amis universitaires, une simple réunion dans le salon de mon dortoir avec un gâteau fait maison et des cadeaux attentionnés. Ce soir-là, j'ai reçu un colis de la maison contenant des cartes de tout le monde et un magnifique journal de mes parents avec une inscription qui disait « Pour tes histoires qui méritent d'être racontées avec amour et fierté ». Il y avait incluse une lettre de ma mère dans laquelle elle écrivait « J'ai réalisé que nous n'avons jamais vraiment célébré tes réussites parce que nous étions trop occupés à les tenir pour acquises. Plus jamais. Nous sommes si fiers de la femme que tu deviens, Jean. Merci de nous donner la chance de la connaître. » Alors que je m'assois maintenant en réfléchissant au parcours de la dernière année, je comprends que parfois les moments les plus douloureux peuvent mener à la croissance la plus nécessaire. Parfois, il faut briser un schéma familial pour en forger un plus sain. Parfois, il faut s'éloigner pour retrouver son chemin selon ses propres termes. Ma décision de quitter la maison n'était pas une question de punition ou de vengeance. Bien que je ne puisse nier la satisfaction que j'ai ressentie en sachant que mon absence avait forcé ma famille à affronter les dynamiques qu'ils avaient créées. Il s'agissait de revendiquer ma valeur, de trouver ma voie et de construire une vie où j'étais valorisé non pas pour ce que je faisais pour les autres, mais pour qui j'étais. Parfois, il faut laisser son ancien monde s'effondrer pour construire un nouveau monde digne de ce que l'on devient. Et c'est peut-être le cadeau d'anniversaire le plus précieux que je me sois jamais offert. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une situation pour que les gens réalisent votre valeur? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer et vous abonner pour plus d'expériences réelles. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message, partagez-le avec lui. N'oubliez pas que parfois, poser des limites n'est pas seulement un acte d'autoprotection, mais un acte d'amour de soi. Merci d'avoir écouté mon histoire, et j'espère qu'elle vous donnera le courage de privilégier votre propre bonheur, vous aussi.